Bonsoir, nous sommes le mercredi 3 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8. Le journal, comme chaque soir, nous revenons sur votre actualité locale, accompagnés de nos invités ainsi que des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. La campagne de vaccination contre la grippe se déroule actuellement en France. Une campagne qui cible les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes souffrant d'obésité. Seulement l'an dernier, la moitié d'entre eux se sont fait vacciner. Maîtrisez-vous les consignes de tri? En France, il reste encore plus de 15% d'erreurs, inattention ou mauvais gestes. Nous ferons le point au cours de notre chronique environnement du mercredi. Et puis ces collégiens préparent une web-série autour de la vie de l'établissement Sainte-Thérèse à Rambouillet. OSEF, c'est le nom du projet et il est parrainé par Kev Adams qui a même adressé un message de soutien. Enfin, rebondissement dans l'affaire du chantage présumé à la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema, l'attaquant français du Real de Madrid, a été placé en garde à vue ce mercredi matin dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Le footballeur s'y est rendu peu avant 9h. Une information confirmée par le parquet de Versailles qui n'a pas fait d'autres commentaires. Selon Sylvain Cormier, l'avocat de Karim Benzema, le joueur était prêt à répondre de lui-même aux questions, cela afin de mettre un terme à la polémique née de cette affaire dans laquelle, toujours selon son avocat, il n'a pris aucune part. Jusqu'à présent, 3 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans cette affaire de tentative d'extorsion de fonds. Il y a quelques semaines, le footballeur français Djibril Cissé avait lui aussi été entendu par la police judiciaire de Versailles sans être inquiété. Et nous vous en parlions hier, l'enquête sur la mort du jeune Moussa, victime d'un tir dans une fusillade à Trappes le 1er mai dernier, progresse. Selon nos confrères du Parisien, un second suspect âgé de 30 ans a été arrêté. Cet homme serait l'oncle du premier homme interpellé hier. Il s'est spontanément présenté à la brigade criminelle de Versailles avant de rejoindre son neveu en garde à vue. Les 2 hommes sont soupçonnés d'être les commanditaires d'une exécution qui visait en fait 2 frères du square Albert Camus à Trappes pour une affaire de règlement de compte liée au trafic de stupéfiants et dont le jeune Moussa de 14 ans avait été la victime. L'affaire risque d'évoluer rapidement. Le juge d'instruction devrait prendre une décision concernant les 2 hommes toujours en garde à vue hier soir et cela dans les heures à venir. En rapport avec l'affaire, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pourrait d'ailleurs se rendre à Trappes le 13 novembre prochain. Et toujours à Trappes, les gardiens d'immeubles et locataires du square Jules Védrine sont en colère. Depuis plusieurs mois, selon leur dire, un trafic de stupéfiants s'est installé dans le quartier. Portes, serrures, caves et loges sont dégradées. Des squats sont également installés dans les parties communes. Le bailleur Efidis a été contacté à plusieurs reprises, mais rien n'a été réparé. Patrice Coulon, délégué du personnel Efidis, a donc signalé un droit d'alerte. Pour lui, la sécurité de ses collègues est en danger. On l'écoute. On a un couple de gardiens qui sont agressés verbalement et physiquement depuis plusieurs mois. Ça dure depuis le mois de février. J'ai ouvert des droits d'alerte vis-à-vis de mon employeur et rien n'a abouti à la date d'aujourd'hui. Donc il y a un manque de sécurité, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont peur et c'est tout à fait normal. Ce que nous a répondu hier la direction des FIDIS, c'est que ça avait un coût et ça coûtait cher. Donc ils préfèrent mettre la sécurité et la santé de mes collègues en danger plutôt que de faire des travaux. Et nous avons contacté le bailleur Efidis qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Écoutez le témoignage de Stéphane Baratini, gardien d'immeuble. Il est excédé par ses conditions de travail. Ça a surtout commencé vers 2013, où on a eu pas mal de caillassages. Nos enfants se sont fait menacer à chaque fois qu'ils rentraient de l'école. Suite à ça, nous, on a demandé à déménager, à partir. On ne voulait pas nous laisser partir. On nous a dit que le gardien doit rester sur place. Et suite à ça, j'ai fait appel à M. Coulon, le délégué syndical, qui lui a mis tout en œuvre pour qu'on puisse nous déménager, pour être plus en sécurité. Mais vous avez voulu continuer quand même à travailler? Oui, sur le site. Pourquoi? Parce qu'on aime notre travail, on estime que ce n'est pas à nous de partir, mais justement à la société FIDIS de faire en sorte qu'on soit en sécurité sur notre lieu de travail. Et demain, jeudi, se tiendra la première journée nationale non au harcèlement. L'éducation nationale a décidé de faire de la prévention contre le harcèlement l'une de ses priorités. Cette journée a été créée pour mobiliser et sensibiliser les acteurs adultes, mais aussi élèves, sur ce problème de société qui prend de l'ampleur et touche près de 700 000 enfants en France chaque année. Dans les Yvelines, à Versailles, c'est au lycée général technologique Marie Curie que la manifestation aura lieu. Nous sommes en ligne avec Karina Gégou, conseillère au centre académique d'aide aux écoles et aux établissements de l'Académie de Versailles. Bonsoir Karina Gégou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette journée ? Bonsoir. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les lycéens, puisque nous allons nous adresser à un public composé de différents lycéens d'établissements des Yvelines.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec eux, d'avoir leur ressenti, d'avoir également toutes leurs idées, puisqu'on a affaire à la génération Y, celle qui se sert des réseaux sociaux, alors parfois pour de mauvais usages, mais aussi parfois pour lancer d'excellentes initiatives, et on compte vraiment sur eux pour ensuite sensibiliser leurs camarades au problème du harcèlement et en faire véritablement des acteurs dans cette sensibilisation et dans cette lutte contre ce phénomène. Alors comment va se dérouler un petit peu la journée? Il y a des ateliers de prévus, des échanges, des tables rondes? Alors, une table ronde très très simple avec des experts évidemment qui viennent proposer chacun un angle sur le harcèlement, que ce soit par exemple l'aspect juridique, mais aussi l'aspect numérique. Et puis également sociétal, qu'est-ce qui fait que depuis la nuit des temps, on s'amuse à insulter, à chercher un petit émissaire. Et l'idée, c'est surtout de ne pas avoir quelque chose de descendant, de ne pas avoir une conférence, mais vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer. Donc, on a adopté des animations qui sont vraiment les plus collaboratives possibles, de manière à ce que vraiment les jeunes soient au cœur de cette manifestation et ne soient pas simplement là pour entendre une bonne parole. On compte vraiment beaucoup sur eux pour dynamiser les échanges et vraiment enrichir les professionnels de l'éducation nationale et faire en sorte que tous ensemble, puisque le harcèlement c'est vraiment l'affaire de tous, on puisse lutter. Eh bien, merci Karina Gégou. Nous reviendrons sur cette journée dans le journal de demain. Enfin, maintenant, direction Rambouillet et le collège Sainte-Thérèse. Benjamin Pallier et ses élèves de l'atelier cinéma sont en tournage. Ils tournent une séquence de leur web-série comique OSEF, l'acronyme de On s'en fout, très utilisé sur Internet. Le but est de s'initier aux différents métiers du cinéma tout en s'amusant. Retour en images avec Fanny Bourdillon. Séquence 22, prise 4, vas-y. Séquence 22, prise 4. Attention. Action. Micro, lumière et caméra, cet après-midi, les élèves du collège Sainte-Thérèse de Rambouillet sont concentrés. Ils tournent une séquence de leur web-série OSEF. Devant ou derrière la caméra, tout le monde participe. Je joue Martin, un rigolo de service. Je joue beaucoup, mais on apprend aussi les rôles de technicien, comme perchiste. Là, par exemple, je faisais l'assistant réalisateur. C'était celui qui dit, par exemple, silence au début, après moteur, pour mettre le moteur, que ça tourne. J'aime bien le fait qu'on rencontre des comédiens et qu'on puisse voir ce qui se passe derrière toutes les scènes et tous les films. En fait, ça change tout le temps. On s'occupe de plein de choses, de la perche, on est ingénieur du son, du script et tout. Mais aujourd'hui, moi, je suis ingénieur du son, donc je dois prendre le son que Jade, elle perche. La web-série OSEF, ce sont des petites scènes humoristiques mettant en scène des ados, mais aussi des comédiens professionnels. Le scénario a été écrit par l'animateur de l'atelier cinéma avec l'aide de ses élèves. Ça tourne autour de 7 adolescents, donc aux personnalités différentes. Donc on retrouve le rigolo de service, la gothique, le lascar, le caïd plutôt, l'intello, toutes les grosses personnalités qui se démarquent chez les adolescents qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et ce sont des situations humoristiques entre ces différents personnages qui se croisent dans des petites scènes. Inspirée des séries comiques actuelles, Le Palmacho, Soda ou encore Scène de ménage, la web-série a déjà reçu un soutien de poids en la personne de Kev Adams. Salut à tous, c'est Kev Adams et je soutiens la série OSEF de Benjamin Pallier ainsi que son atelier cinéma-théâtre pour ados et séries évidemment. Et je vous embrasse tous, bisous. Tourné jusqu'en février au collège Sainte-Thérèse de Rambouillet, il faudra attendre avril pour voir OSEF sur Internet. Et ce soir, nous recevons le docteur Frédéric Urbain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être venu à notre plateau. Vous êtes médecin généraliste à Montigny, le Bretonneux, et vous êtes ici pour nous parler de la campagne de vaccination contre la grippe. Alors, l'épidémie de grippe en France, durant l'hiver 2014-2015, a entraîné une surmortalité record avec 18 300 cas recensés. C'est l'excès de mortalité le plus élevé depuis l'hiver 2006-2007, période à laquelle ce comptage a débuté. Pourtant, les Français désaffectionnent ce vaccin anti-grippe. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à cette campagne de vaccination Alors globalement, je suis favorable à la vaccination. Et justement, est-ce que vous avez un petit peu les explications, les raisons justement de cette désaffection des Français pour la vaccination contre la grippe? Non, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à un sociologue de la santé. Alors j'ai une opinion personnelle, c'est que
On va en parler. La vaccination est intéressante pour certaines personnes, pour les personnes à risque. Pour les autres personnes, pour les personnes qui sont jeunes, en bonne santé, le bénéfice personnel est assez minime. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le risque de la vaccination est à peu près nul. S'il existe, en tout cas, il n'est pas mesurable tellement il est faible. Et le bénéfice est assez modéré pour une personne, c'est d'éviter éventuellement une semaine d'arrêt de travail. En revanche, l'avantage quand les personnes saines se vaccinent, c'est que chaque personne qui se vaccine ne va pas pouvoir transporter le virus. Et donc plus il y a de gens vaccinés, plus ça va protéger les personnes les plus fragiles. Alors justement, vous parliez des personnes à risque. En France, les derniers chiffres montrent que 50% des personnes à risque ne sont pas vaccinées. Vous, c'est un phénomène que vous ressentez, mais quelles sont un petit peu ces personnes à risque? Ce sont surtout des personnes âgées? Alors oui, les personnes âgées en premier lieu, toutes les personnes qui sont porteuses d'une maladie chronique, même si elles ne sont pas âgées. Donc on cite principalement le diabète, l'asthme, mais il y en a beaucoup d'autres, des maladies qui entraînent une fragilité accrue, avec en plus depuis quelques années deux populations particulières, c'est les personnes obèses et les femmes enceintes. Alors justement, pourquoi, par exemple, les personnes obèses doivent-elles se faire vacciner? Parce qu'on a observé une surmortalité de la grippe chez les personnes obèses. Et pour les femmes enceintes, comment ça se passe un petit peu? Alors pour les femmes enceintes, à vrai dire, les données scientifiques sont un tout petit peu complexes. Pour une femme enceinte qui n'a aucune autre maladie, on n'est pas certain encore. Vous savez, c'est un peu compliqué d'avoir des vérités scientifiques. Pour l'instant, on n'est pas certain que la vaccination soit favorable. Par contre, on est certain qu'elle est sans danger. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport justement à la vaccination. Est-ce que plus l'hiver est rude, plus il est important de se faire vacciner? Non, il n'y a pas de lien entre les températures et l'importance de l'épidémie. Alors, l'hiver dernier également, le virus a muté. Le vaccin n'a pas été aussi efficace que prévu. Est-ce que vous savez si le nouveau vaccin est plus efficace et pourquoi justement celui de l'année dernière ne l'était pas ou l'était moins en tout cas? Parce que le virus de la grippe est un virus très intelligent. C'est très intéressant de s'intéresser à la grippe. Ce virus a beaucoup de potentiel évolutif et il a cette capacité de créer des mutants qui vont être différents, d'un aspect différent des souches précédentes. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que en fait, les autorités sanitaires internationales se réunissent en début d'année pour déterminer quelle va être la composition du vaccin de l'année suivante, de l'automne suivant. Parce qu'il faut plusieurs mois pour les fabriquer, ces vaccins. Donc, vers février-mars, on dit, voilà, l'année prochaine, il y aura ces 3 souches-là dans le vaccin. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre souche qui, entre-temps, a émergé et qui s'est mise à se répandre dans la population. Et cette souche est effectivement moins bien couverte par les vaccins. Et donc cette année? Cette année, pour l'instant, on n'a pas de souche émergente résistante. Et c'est une décision qui est prise au niveau européen, donc peut-être au niveau mondial et au niveau peut-être des pays, ça change peut-être? Non, la composition est unique pour tout l'hémisphère nord. Pour les personnes justement à risque, c'est vraiment un gros risque si elles ne se font pas vacciner. Vous l'avez dit au début, la grippe, on n'arrive jamais à mesurer très précisément le nombre de morts, mais c'est au moins plusieurs milliers de morts par an. On parle justement... Principalement donc chez les personnes âgées et les personnes fragiles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues donc, sur le vaccin de la grippe. Notamment, on parle d'aluminium. Est-ce qu'il y a beaucoup de lignes anti-vaccinales qui causent du tort justement à cette campagne? Il y a des problèmes de communication parce que souvent les gens ne mesurent peut-être pas trop l'intérêt et finalement les risques qu'ils prennent s'ils font ce vaccin ou s'ils ne le font pas. Bien sûr. Et du coup, par rapport justement au risque d'aluminium, c'est quelque chose qui est prouvé, qu'est-ce que vous conseillerez pour les gens qui ont peur peut-être et qui n'osent pas trop se lancer? Je conseille évidemment d'en parler à leur médecin. C'est la première. C'est quand même la ressource qui est supposée être pertinente pour répondre à leurs inquiétudes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, avec le vaccin antigrippal, les complications sont absolument minimes, quoi. Et mis à part les jeunes personnes, vous disiez que c'était peut-être pas nécessaire de se faire vacciner, il y a peut-être d'autres personnes auxquelles il faut quand même mieux éviter de se faire vacciner? Éviter, non. Il y a virtuellement aucune contre-indication. Les rares contre-indications qui existent sont des choses qui sont bien connues par les médecins. Donc si la personne va consulter son médecin, elle lui dira s'il ne faut pas se vacciner, mais c'est exceptionnel les contre-indications du vaccin antigrippal. Donc quand je vous parlais de la population générale, la population des gens en bonne santé, en fait la décision de se vacciner pourrait reposer sur l'altruisme. C'est simplement protéger les autres. En tant que médecin, je suis déontologiquement obligé de me vacciner parce que je vais voir dans mon cabinet des personnes jeunes, en bonne santé, qui arrivent porteuses du virus, qui peuvent me
communiquer ce virus, et après je vais aller voir une personne âgée à son domicile ou dans une maison de retraite, et je peux lui transmettre ce virus. Donc pour moi c'est une obligation de me vacciner. Ça devrait l'être pour toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes fragiles. Et puis pour les autres, encore une fois, c'est une décision altruiste, mais je ne sais pas si l'altruisme est à la mode actuellement dans notre civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, là, donc nous sommes début novembre, jusqu'à quelle période peut-on encore se vacciner? Est-ce qu'il y a une date où finalement ça ne vaut plus la peine, ou là il est forcément encore le temps de le faire? Pour l'instant, il est largement temps. L'épidémie n'a pas encore démarré. On n'observe quasiment pas de virus grippaux pour l'instant, donc il est tout à fait temps. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il sera trop tard. Dans certaines années, je crois que c'était il y a 2 ans, l'épidémie a été extrêmement tardive, est arrivée en février-mars. Donc ça veut dire qu'il était encore temps de se vacciner en janvier. Mais on ne peut pas vous dire à l'avance quand est-ce que ça va arriver. Bah, c'est bien dommage, mais justement, si là parmi il y a très peu de cas de grippe qui sont repérés, est-ce que c'est des signes indicateurs qui va être plus forte, moins forte, ou on ne peut pas du tout savoir Pour l'instant, non. Justement pour les professionnels de la santé, donc les médecins généralistes font de la prévention, mais les pharmaciens par exemple, les infirmiers, est-ce qu'eux ils sont suffisamment impliqués justement dans cette démarche de parler de vaccination? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout s'ils sont suffisamment impliqués. Et vous pensez que peut-être ce serait une bonne chose qu'eux aussi ils soient un petit peu dans cette démarche de communication? Oui, tout à fait, oui, clairement, oui. On fait plus confiance peut-être à son pharmacien, à un infirmier qu'à un médecin? Oui, et puis s'il y a je pense quand même malgré tout, quel que soit le poids des pensées irrationnelles dont vous avez parlé, et dont on sait qu'elles ont une importance psychologique énorme pour nous, malgré tout, quand il y a une convergence des discours des professionnels de santé, ça renforce quand même le message. Alors très concrètement, comment on fait pour se procurer son vaccin et pour se faire vacciner? Voilà, si concrètement les gens qui ne savent pas du tout, que leur diriez-vous? Alors, pour ceux qui sont à risque, ils ont reçu normalement, ils reçoivent chaque année un papier de la Sécurité sociale avec lequel il suffit d'aller à la pharmacie et le pharmacien va remettre le vaccin. Et il suffit après soit de demander à un infirmier, soit de demander au médecin directement d'administrer le vaccin. Pour ceux qui ne sont pas à risque, il faut aller le payer. Il coûte une dizaine d'euros, effectivement, qu'il a payé de sa poche. Et enfin, une dernière question avant de conclure cet entretien. Quels conseils donneriez-vous afin de se protéger contre la grippe si justement on s'est déjà fait vacciner ou si on ne s'est pas fait vacciner, ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner? Voilà, est-ce qu'il y a des petites astuces, des conseils à avoir? Oui, il ne faut pas sortir de chez soi, il ne faut pas aller dans les transports en commun, il ne faut pas fréquenter des gens, voilà. Ah oui, c'est un petit peu compliqué, donc vaut mieux se faire vacciner. C'est un peu radical, hein, voilà, le vaccin est plus simple, effectivement. Merci beaucoup, docteur Frédéric Urbain, d'être venu nous parler sur ce plateau. Et justement, nous continuons à parler de la grippe, malgré l'approche de la saison hivernale et de la vaccination contre la grippe qui l'accompagne. Les rappels restent aussi très importants. C'est pourquoi, une fois par mois, l'Institut de promotion de la santé à Trappes organise une séance de vaccination gratuite, une séance en présence d'un médecin destinée aux populations peu ou pas suivi médicalement. Regardez ce reportage de William L. Aujourd'hui, on peut faire comme votre femme, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et méningite. Grâce à cette séance de rappel gratuit, ces personnes originaires du Bangladesh vont pouvoir pour la première fois de leur vie bénéficier de vaccins. Organisée une fois par mois par l'Institut de promotion de la santé à Trappes, cette opération permet de venir sans rendez-vous mettre à jour son carnet de vaccination. On fait en priorité les vaccinations obligatoires, donc surtout le diphtérie, tétanos, polio. Et après, on fait aussi des vaccinations qui sont très recommandées. L'hépatite B, le ROR, le rougeole, l'oreillon et rubéole. Peu informées, les populations les moins suivies médicalement n'ont souvent jamais eu accès à ces vaccins auparavant. Les patients ont d'abord un entretien avec l'infirmière, souvent difficile à cause de la barrière de la langue. C'est souvent des étrangers. C'est souvent je vous ai dit, c'est des gens qui sont démunis ou qui sont réfugiés. D'ailleurs, quelquefois, le questionnaire est très difficile, puisqu'ils parlent pas très peu ou très mal le français. À la fin de la consultation, un carnet de vaccination est remis aux patients s'ils n'en avaient pas auparavant. Pour l'instant à l'essai, ces séances permettent également de se faire vacciner contre la grippe, à condition d'apporter son propre vaccin.
Avez-vous fait une bonne action cette année? Si ce n'est pas le cas et que vous y pensez, cette information peut vous intéresser. La Fédération des Yvelines du Secours Populaire Français recherche des bénévoles pour son opération Paquet Cadeau du 21 novembre au 27 décembre. Ces bénévoles vous proposeront de faire vos paquets cadeaux à la sortie des magasins en échange d'une participation volontaire. C'est également un moyen de mieux faire connaître au grand public leurs actions de solidarité. Alors si à l'approche de Noël, vous souhaitez donner de votre temps pour faire une bonne action, n'hésitez pas à vous renseigner. Plus d'informations sur le site internet www.secourspopulaire.fr-78. Et enfin, vous en avez l'habitude, le mercredi, on parle environnement et développement durable avec Mélanie Poquet. Et cette semaine, nous allons nous intéresser au tri sélectif et notamment au logo que l'on trouve sur les emballages. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous ce que représente ce logo? Alors ce logo qu'on voit à l'écran, alors ça veut dire que c'est recyclable, c'est un emballage recyclable. Malheureusement non, Florane. Ce logo, Dommage. on l'appelle le point vert. Il signifie que l'entreprise contribue financièrement au recyclage des emballages. On le trouve sur 95% des emballages commercialisés en France et il ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Alors les logos sont nombreux et différents. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Nous sommes allés à votre rencontre pour vous soumettre 3 logos. Non. Le deuxième peut-être? Oui. Il veut dire quoi selon vous? Papier emballage. Ouais. Et le troisième? Ça, c'est pour jeter à la poubelle. Ça, c'est produit à recycler. Les papiers dans une poubelle, oui. Alors là, aucune idée. Du tout. Le deuxième? Deuxième, je sais pas, la poubelle peut-être. Ouais. Et l'autre, non. Non, pas du tout. Le deuxième, c'est les poubelles de quartier, je suppose. Et le troisième, je ne sais pas non plus. Bon, on l'a vu Mélanie, je ne suis pas la seule à me tromper. Oui, vous avez vu, il y a des erreurs sur tous les logos. Les 2 autres que vous avez vus, ce sont le Triman et le Tidyman. Alors le Triman, il a été initié par l'État. Il signifie que le produit doit être trié ou rapporté dans un point de collecte et il est obligatoire sur tous les produits recyclables ou emballages, sauf le verre, depuis le début de l'année. Le dernier, c'est le Tidyman. C'est une simple incitation à la propreté. Il invite chacun d'entre nous à jeter nos déchets dans une poubelle. Alors on en a vu 3, mais comment être sûr vraiment de ne pas se tromper, Mélanie? Bon, des erreurs, il y en aura toujours. Il faut savoir que 15% des déchets collectés ne sont pas recyclables. Tout de même, pour éviter ces erreurs, Eco-Emballage, qui est une entreprise agréée par l'État, a mis en place depuis 2 ans de nouvelles signalétiques et notamment des consignes de tri. Les logos sont ainsi accompagnés de petites notices explicatives. Aurélie Marcel, elle est chargée de communication à Eco-Emballage. Elle vous les explique. Vous avez petite poubelle grise qui vous dit sachet plastique et barquette plastique à jeter. Et un petit bac jaune qui vous dit cartonnette carton, enfin emballage carton à recycler. Alors, près de 40 milliards de packs sont aujourd'hui concernés. C'est 40 milliards sur 90 milliards qui sont en France. Donc les consignes sont de plus en plus présentes, ce qui permet de faciliter le tri. Nous sommes allés vous demander quand même si vous pensez le faire correctement. Bien, je sais pas, mais oui, je trie, oui, c'est normal. Enfin, après, on essaie de faire au maximum, mais quelquefois, on a des déchets, on ne sait pas trop où les mettre et c'est un peu difficile. J'ai 3 poubelles pour les verres, pour les déchets ménagers et les cartons, les bouteilles de plastique, je sais pas quoi. Voilà. On trie le papier, les aliments, puis les déchets multiples et variés. J'ai un bac à moi et à chaque fois, quand je vois, je lis sur le produit. Et puis après, voilà, si c'est à jeter, je jette. Et si c'est à recycler, je le mets dans le bac et après, je mets dans le conteneur. Comme c'est marqué dans le journal Montigny il y a longtemps, si vous avez un doute, vous jetez. Alors Mélanie, on l'a vu, les réponses sont diverses. Est-ce que le tri est devenu vraiment un geste quotidien pour les Français? Ça dépend de la région et du lieu où on vit. Il faut savoir qu'on trie quand même bien moins en ville qu'à la campagne. Et l'Île-de-France, on ne fait malheureusement pas partie des meilleurs élèves puisque nous trions par an 31 kilos d'emballage ménager. La moyenne française, elle, est de 46 kilos. Ah, c'est totalement entré dans les mœurs. En 20 ans, on est passé d'un taux de recyclage de 18% à 67%. Donc vous voyez, la marge de progrès elle a été extrêmement rapide. Et quand vous interrogez aujourd'hui les Français sur leurs réflexes environnementaux, ils vous disent un geste de tri. C'est même devenu un acte éco-citoyen. Alors on l'a entendu, Mélanie, le taux de tri est donc de 67% aujourd'hui. Est-ce que dans un futur proche, on peut imaginer qu'il y aura plus de déchets qui seront recyclés? Alors ça stagne parce qu'on l'a entendu, c'est monté très très vite. Malgré tout, certains
essaie de trouver des solutions. Éco-emballage cherche notamment à trier tous les plastiques. Aujourd'hui, on ne recycle que les bouteilles et les flacons. D'ici 2022, l'entreprise espère pouvoir trier aussi des pots de yaourt ou de la crème fraîche. Pour cela, il faut quand même moderniser les centres de tri pour séparer les différentes résines qui composent les emballages. Alors on parle beaucoup de l'importance du tri, c'est normal, mais est-ce que les conséquences de ce geste sont quantifiables? Oui, déjà, trier ces emballages, ce n'est pas seulement une lubie. Chaque année, trier permet d'éviter 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre. En France, ça équivaut à 1 million de voitures en moins sur les routes. Il faut savoir que Montigny-le-Bretonneux, Elancourt et Trappes ont été sélectionnés par Éco-emballage pour densifier les points d'apport volontaires et renforcer la mobilisation locale en 2016. Florane, il ne nous reste plus qu'à adopter le bon geste. Merci beaucoup Mélanie. C'est maintenant la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour une nouvelle édition de Kiosque, votre magazine culturel. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8, le journal en direct avec la chronique sportive de Mickaël Elmidoro. Je vous souhaite une très bonne soirée.